et hello! On se retrouve maintenant pour la deuxième partie de cette masterclass, le cycle de vie d'un système informatisé. Alors avant de vous partager l'histoire d'un système, regardons ensemble les phases du cycle de vie d'un système informatisé. On compte en tout 4 phases. La conception, la phase projet, la phase d'exploitation, sur le schéma ici opération, et la phase de retrait du système. Donc là, on parle de destruction du système, on parle de mise au rebut, on va parler de migration, on va parler de retrait donc du système. 4 phases. Tout au long de ces phases, il est recommandé de travailler avec une approche basée sur les risques. Voilà, vous voyez la petite flèche là en bas, orange, risk management. C'est notamment ce que préconise le fameux GAMP5, dont la dernière version est sortie en septembre 2022, et dont d'ailleurs est extraite cette figure. Identifier les risques, les analyser, les évaluer, les contrôler, les revoir. On retrouve ce même principe dans la cybersécurité. Bon, on voit ici qu'un projet commence avec les exigences. Et elles sont définies, ces exigences, notamment sur la fin de la phase de conception. Voilà, on arrive à ce moment-là à y voir un peu plus clair. On appelle ça aussi souvent la phase de pré-projet dans certaines sociétés. Et c'est le moment où on va collecter, en fait, les besoins du business, du métier, et en fait, ce que souhaite le métier, ce que souhaite digitaliser comme processus, finalement, les départements métiers de l'entreprise. Avant de vous partager l'histoire de mon projet, un projet de vacances fun que je dois à monsieur Florian Labéco, je voudrais vous présenter une image que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà ou pas. Alors voici ce dessin humoristique qui traite du cycle de vie d'un projet. J'ai voulu partager avec toi cette image car malheureusement elle représente si souvent la réalité. Et comme valider, tu te souviens de la définition, c'est apporter la preuve documentée. Ici, on voit bien que dans la majorité des cas, c'est le néant en termes de documentation. C'est très rare que les projets soient documentés, enfin, dans certains cas. Alors, comment gérer ces projets pour mettre en place des systèmes d'information qui soient à la fois efficaces et conformes? C'est là tout le défi. Alors, commençons par le début. Ce qu'on veut, c'est atteindre un but. Aller de l'autre côté de cette montagne en empruntant un trajet et en ayant un système qui nous le permette. Donc voici ici entouré en rouge notre système, un véhicule, mais nous ne l'avons pas encore choisi. Il s'agit d'un projet de départ en vacances commun avec plusieurs personnes. Alors, il nous faut d'abord une équipe, des voyageurs. Cette équipe, elle est composée de différents profils. Alors, moi, j'ai sélectionné le meilleur conducteur que je connaisse, alias The Super Driver, un ami qui aime analyser les risques, contrôler les affaires pour assurer la sécurité de notre voyage. Je suis sûre que vous avez tous un ami comme ça dans vos contacts. J'ai aussi sélectionné ici mon merveilleux ami ingénieur mécanicien automobile. C'est l'homme qui sait tout réparer. Voilà. Donc, allons-y avec notre équipe. Ici, nous avons notre équipe, notre premier profil en fait, qui est représenté par une équipe d'utilisateurs. Ils savent ce qu'ils veulent et ils le veulent tout de suite. Voyons voir si notre système n'était conçu que par l'équipe des utilisateurs. Eh bien, nous aurions ce genre de système. Un système qui permet de traverser la montagne en moins d'une seconde. La fusée. Le système aurait été modifié pour pouvoir aller sur la route de montagne, évidemment. Dans le premier cas, le yacht est transporté par remorquage
Et donc, les routes sinueuses de montagne, on en parle. Et en plus, après le trajet, il aura subi des dégâts qui ne lui permettront même plus de retourner à l'eau, si telle était la volonté initiale. Pour les utilisateurs pressés, pas de problème, ils vont emprunter la navette spatiale, c'est direct, c'est innovant en plus. Mais encore une fois, c'est pas adapté au contexte de notre projet. Alors peut-être qu'on la gardera pour un voyage futur sur la Lune. Deuxième membre potentiel de notre super équipe, la qualité. Oh, la qualité. Sarah. Ils savent les contraintes réglementaires, sans aucun doute. Ils réfléchissent à de nombreuses questions métaphysiques. Souvent, c'est des personnes qui... ça mouline là-dedans. Hein. Et puis, ils vous demandent, 3 copies eurodatées, s'il vous plaît, sans rature, propre, impeccable. Ça doit être juste, précis, nommé. T'as bien mis ton nom, hein? Ouais, ok, d'accord. T'as pas écrit au crayon de papier non plus, hein? Faut pas que ça puisse être effacé. Ok. Notre système, s'il était construit d'un point de vue uniquement par une équipe qualité, voici à quoi il ressemblerait. Un système sécurisé, génial. Vous pouvez même nettoyer la route. Il y a des fonctionnalités supplémentaires et c'est pour plus d'efficacité. Mais non, je crois que vous n'avez pas besoin vraiment de toutes ces fonctionnalités et puis votre portefeuille non plus. C'est sûr, c'est conforme à la réglementation, voilà, mais c'est complexe à utiliser. Vraiment, il faut remplir le réservoir d'eau toutes les 5 kilomètres. Et donc, c'est lourd à entretenir, dû au nombre de fonctionnalités qui est trop important. Et puis, évidemment, encore une fois, ça coûte trop cher. Donc, nous avons nos utilisateurs, nous avons la qualité. Quel autre profil pourrait faire partie de notre équipe? Les spécialistes. Oh, si tu ne sais pas qui est MacGyver, là, ce monsieur ici, franchement, je suis déçue, c'est tout un pan de mon enfance qui tombe là. Je t'invite à chercher sur Wikipédia, vraiment. Si tu connais pas MacGyver, il faut que tu cherches ça. Elle a des extraits sur YouTube ou je sais pas. Je vous ai mis ici aussi un petit dessin des Shadocks. Les Shadocks, c'est des drôles d'oiseaux. Bon, n'hésite pas encore une fois à aller chercher auprès de ton ami Google. Voilà. Ou bien voir auprès de l'IA, puisque c'est la mode, hein, un petit chat à Monsieur GPT, ça marche aussi. Hein. Les Shadocks, c'était une série télévisée, en fait, une série d'animation française, hein, qui a été mis en place, qui a été créée par le dessinateur, c'était Jacques Rouxel. Et ça a fait super sensation en France. Bon, c'est une vieille série quand même, hein, ça date des années 70, là. Mais voilà, ces Shadocks, ils avaient l'apparence des petits oiseaux et ils étaient caractérisés par l'impitoyabilité, un petit peu de stupidité, et ils habitaient une planète bidimensionnelle. Donc du coup, cette planète, elle avait une forme irrégulière et qui changeait continuellement. Du coup, ils étaient toujours sujets à des tremblements de terre et ils avaient pour désir de trouver un nouveau monde d'accueil. Bon, voilà, ils construisaient des choses fantastiques. Nos spécialistes, qui peuvent être, par rapport au système informatisé, hein, là en l'occurrence qui est le sujet, ça va être en général du coup nos informaticiens, qu'ils soient des développeurs, qu'ils soient des intégrateurs, qu'ils soient des personnes de l'infrastructure informatique. Hein, l'informatique c'est quand même vaste hein, comme métier. Mais voilà, le commun de toutes ces personnes, c'est qu'en général, ils connaissent les défauts des outils et ils ont toujours des astuces pour tout. Si on écoutait seulement des spécialistes pour construire notre système, voici à quoi il ressemblerait. On se rend bien compte que ce n'est pas non plus l'idéal, même si ça semble facile à construire et à entretenir. Il y a même prévu un fonctionnement en mode dégradé. Vous voyez qu'ici, s'il n'y a plus de moteur, si le moteur ne fonctionne plus, vous voyez bien qu'il y a des petites pédales ici qui permettent quand même de continuer à avancer sans alimentation énergétique. Enfin, c'est vous-même qui devenez l'alimentation énergétique. Hein. Du coup, ça devient inconfortable. C'est plutôt assez peu convivial. Voilà, vous êtes sur votre route de montagne, il pleut. Puis alors, il vous faut les cuisses et les mollets, là. Et la réglementation, mais qu'est-ce que c'est que ça? Demandez pas à un spécialiste, il est spécialisé
dans son domaine. Donc, la réglementation, ça ne fait pas partie forcément de son domaine, hein. Il faut être conscient de ça. Alors, comment fait-on? Comment fait-on? C'est la question que je vous pose. Écris en commentaire, comment on fait? Eh bien, il est important d'entendre chaque membre de l'équipe. Les spécifications, les exigences, elles doivent être prises en compte et elles doivent venir de chaque type de profil. Donc je les répète, on va avoir les utilisateurs, on va avoir les équipes qualité ou l'équipe qualité, l'assurance qualité, et on va avoir nos spécialistes qui sont dans le cadre de systèmes informatisés, donc évidemment des informaticiens. Voilà, nous devons prendre en considération vraiment l'avis de chaque personne et donc ses spécifications et ses besoins. Ensemble, là, on a quelque chose qui tient la route et qui respecte l'ensemble des requis, notre système idéal. Il fait le travail, il est conforme à la réglementation. Si vous vous faites arrêter avec ce camping-car sur votre route de montagne, c'est OK, pas de problème. Et puis, il est standard à construire et à maintenir. Si vous tombez en panne, il y aura forcément un garagiste qui saura le réparer. Alors, les exigences, elles doivent provenir, je le répète, donc des besoins des utilisateurs, des réglementations et des normes de qualité interne, des bonnes pratiques informatiques et techniques, de l'état de l'art, des normes de sécurité. Et ces exigences, elles doivent être documentées et smart. Si tu sais pas ce que smart veut dire, écris-le. Écris-le, envoie-moi un message. On en reparle ensemble. Alors voici notre système composé d'une partie technique, le véhicule. Ce véhicule, il évolue dans un environnement, notre route. Il est doté d'une documentation pour savoir comment l'utiliser, comment le configurer, voire comment le maintenir en cas de problème. Et on a notre équipe de choc, évidemment. Voilà. Donc, encore une fois, un système, ce n'est pas que la partie technique, c'est un ensemble de composants qui constituent un système. Et l'équipe est importante dans ce système. Tu comprends maintenant pourquoi cette équipe aussi, elle fait partie du système. L'équipe de choc. J'aime bien l'appeler comme ça. Alors revenons à notre projet avec notre système, notre but. Ce que nous voulons, nous, c'est atteindre l'objectif, la cible ici, de l'autre côté de la montagne, en suivant une destination correcte, dans un temps et un budget limité. Défini. Alors, on va dire, ben oui, si mon système n'est pas validé, bon, ben et alors hein, tout le monde le sait ça, la validation, elle est tellement souvent considérée comme étant trop coûteuse, c'est une perte de temps, voilà. Bon, je voudrais faire une petite parenthèse ici avant de continuer. Si tu décides que ça vaut pas le coup de faire tout ce cheminement et que malgré tout ce qu'on t'a expliqué, tu comprends pas l'intérêt de valider un système, que tu penses que c'est trop coûteux, bon bah viens me voir, prends rendez-vous, on en discute. Là, on va réfléchir ensemble à tes véritables problématiques et aux impacts que cela peut avoir sur ton business. Je te donnerai quelques exemples de cas concrets. Ouais, on peut les trouver, ils sont publics. Tu les trouves facilement sur le site des autorités, en fait. Hein, c'est publié, c'est transparent. Voilà. Bon, moi, ce que je te propose ici, là, dans cette masterclass, tu as compris que c'était un pari risqué pour ton projet de ne pas valider. Et je te propose de voir ensemble ce qui pourrait se passer si le système n'était pas validé, si tu ne faisais pas cet exercice-là. Premièrement, bon, tu pourrais obtenir, allez, sur ton projet, ce type de système. Un système, voilà, d'une mauvaise conception. Ici, on voit bien qu'il y a des skis. Ok, le contexte a été pris en considération. On est bien à la montagne, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il faut attendre la neige pour partir. Sauf que mon projet de vacances, il se déroulait pendant l'été. C'est pas de chance.
Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc du coup, dans l'exercice de validation, ce qu'on va faire, c'est en premier lieu une revue de la conception. Donc pour qualifier cette conception, ce qu'on doit vérifier, c'est que toutes les exigences fonctionnelles et réglementaires ont bien été prises en compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne travailles ni avec les utilisateurs, ni avec la qualité, tu vas te retrouver avec des skis. Voilà. On va vérifier aussi que la solution technique qui a été choisie, elle est appropriée, elle est cohérente et elle répond bien aux spécifications qui ont été prédéfinies. Ça, c'est ce qu'on appelle la revue de conception. Évidemment, ça doit être documenté et nous devons le prouver. Qu'est-ce qui pourrait se passer d'autre? Ah, une mauvaise construction du véhicule? Des réparations fréquentes? Hein? T'as envie d'appeler la dépanneuse, toi? Moi non. Alors, pour éviter ça, que va-t-on faire? Qualifier l'installation. Nous devons vérifier les points suivants dans cette qualification. Que le système a été construit conformément à la description du fournisseur, que la partie technique et la configuration fonctionnent correctement, ont été correctement réalisées, et que cette partie technique est sous contrôle. Et bien sûr, encore une fois, cela doit être documenté et nous devons le prouver. Que peut-il se passer d'autre? Un véhicule inefficace, non, trop difficile à utiliser, un problème d'adoption par les utilisateurs, par les voyageurs. On a besoin finalement de plus d'utilisateurs que prévu. T'imagines, t'es garé là au camping et tout, puis en fait d'un coup tu démarres plus, tu sais, voilà. Et voilà, bah du coup, utilisation détournée. Allez, poussons le véhicule. Problème de batterie, t'as oublié de vérifier la batterie. Voilà, t'as oublié de vérifier, t'as pas mis une batterie neuve. Eh bien, utilisation détournée. Voilà, souvent on va coller des rustines là, sur ce genre de système. C'est inefficace. Alors, pour éviter ça, eh bien, on va passer par une phase de ce qu'on appelle la qualification opérationnelle, voilà, qu'on appelle la QO, ou des fois UAT. Donc, UAT, c'est l'acronyme pour User Acceptance Test, ou alors System Intégration Test, ou alors Factory Acceptation Test, ou alors Site Acceptation Test. Voilà, tout ça ce sont des terminologies qu'on utilise et qu'on voit très souvent dans les projets d'implémentation de systèmes informatisés. Voilà, pour qualifier cette partie-là, qu'on appelle la partie opérationnelle, qui va viser à vérifier que toutes les fonctionnalités spécifiées ont été fournies. Voilà, moi, si j'avais demandé des sièges chauffants dans mon véhicule, il faut que ça puisse fonctionner. J'ai pris ça parce que j'ai mal au dos. Si je voulais une boîte auto, eh bien c'est pareil, je ne dois pas me retrouver avec une boîte manuelle. Et puis les vitesses, elles doivent passer au fur et à mesure que j'accélère ou que je décélère. Les fonctionnalités, voilà, ça doit fonctionner correctement, ça doit fonctionner tel qu'attendu. Voilà, si mon coffre il doit s'ouvrir avec un passage de mon pied sous un capteur, ça doit fonctionner. Si j'ai demandé une caméra de recul, je dois voir affiché à l'écran de mon véhicule l'arrière de mon véhicule et pas l'avant de mon véhicule. Voilà. Et bien sûr, on va devoir aussi vérifier que les contraintes de qualité et réglementaires, elles ont été mises en œuvre et elles ont été correctement implémentées. Et évidemment, encore une fois, cela doit être documenté et nous devons le prouver. Alors, que pourrait-il se passer d'autre? Donc, nous avons vu une mauvaise conception. Nous avons vu un véhicule inefficace. Nous avons vu un véhicule qui tombe souvent en panne. Et oui. Et si le système n'était pas sous contrôle, nous risquons d'en perdre une partie. Ici, c'est Jojo. Il a conduit le camping-car après l'apéro. Et voilà. Et voilà. On lui avait dit pourtant que conduire alcoolisé, c'était pas OK. Mais il est tombé. Il est tombé avec le camping-car. Alors, cette dernière phase ici, elle va consister à vérifier la performance de notre système. Donc on appelle ça la qualification de la performance. Pour qualifier cette performance, on va vérifier, comme vous l'avez compris avec Jojo, que les utilisateurs ont la capacité et l'autorisation d'utiliser le système. Si tu n'es pas formé, tu rentres pas, tu conduis pas.
Le système, il doit aussi être sous contrôle permanent. Il faut qu'on démontre que l'on puisse avoir confiance dans son utilisation courante. Un système routier, ça va se traduire par, je sais pas, le contrôle technique par exemple, la vérification de la pression des pneus, la vérification du niveau d'huile. Ok, on va contrôler aussi les changements, tous les incidents qu'ils peuvent avoir si tu n'as pas fait ta révision. Voilà, et donc on va parler de révision périodique également ou de vérification procédurale. On va vérifier un dernier point là dans cette phase de qualification de performance, c'est que ton système, il est prêt à être utilisé dans des conditions réelles. Il est capable de supporter une charge opérationnelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu vas tester le système, tu vas être peut-être 2, 3, 5 utilisateurs. Puis ensuite, il va se passer quoi? Hop, vous allez être 50. Hop, vous allez être 100. Hop, vous allez être 6000. Voilà. Ça, il faut aussi quand même le penser et il est nécessaire d'instaurer des contrôles qui vont permettre de gérer cette partie-là, de monter en charge. Et évidemment, encore une fois, ça doit être documenté et nous devons le prouver. Alors, si on résume, comment on valide un système? Bien sûr, en apportant des preuves documentées, des éléments organisationnels et de contrôle, et en utilisant une approche basée sur les risques à différents niveaux du cycle de vie d'un système. Donc valider, on pourrait résumer ça à c'est contrôler et gérer les risques et le prouver à l'aide de documents. J'espère que ça va jusque-là. Alors voilà, à quel moment mon système est-il validé? On parle de QC ou RC pour revue de conception, on va parler de QI, QO, QP, qualification d'installation, qualification opérationnelle, qualification de performance. Mais le fondement, c'est que si on peut répondre aux 4 questions, est-ce que mon système a été bien choisi? Oui. Est-ce que mon système a été correctement installé? Oui. Est-ce que mon système fonctionne tel que prévu? Oui. Et est-ce que mon système est sous contrôle pour pouvoir vivre sa vie de système et être exploité jusqu'à sa mort? Si on peut répondre oui à toutes ces questions-là et que cela a été correctement documenté, alors nous pouvons considérer que le système est conforme. C'est seulement à ce moment-là. Bon, QI, QO, QP, c'est là des termes que tu vas retrouver dans la majorité des industries de santé, des sociétés de conseil, etc. Moi, personnellement, je dirais que ces termes ont plutôt tendance à disparaître. Ils sont d'ailleurs pas utilisés dans le GAMP5 ou les réglementations et les guidances relatives au SI, sauf, attention, je ne dis pas des bêtises quand même. Ils proviennent en fait principalement de l'annexe 15 des BPF, qui est donc une réglementation, mais qui n'est pas celle spécifique au système informatisé, hein, bien sûr. L'annexe 15 des BPF, elle décrit les principes de qualification et de validation qui s'appliquent aux installations, aux équipements, aux utilités et aux procédés. Par exemple, on va parler de validation de nettoyage. Voilà. Et donc, c'est cette annexe 15 qui a amené ces histoires ici-là de QI, QO, QP. Bon. Mais les questions vraiment à garder en tête, c'est est-ce que j'ai bien choisi mon système? Est-ce qu'il est bien installé? Est-ce qu'il fonctionne correctement? Et est-ce qu'il est sous contrôle? Si tu peux répondre oui à ces 4 questions-là et que tu peux démontrer que tu as bien analysé ces 4 grands sujets, alors tu vas pouvoir considérer que ton système il est conforme. Qu'est-ce que ça apporte, un tel exercice de validation? Voilà, on va parler un petit peu des bénéfices. Évidemment, voilà, moi, pour chacun des bénéfices listés ici, là, je vais t'inviter à te poser la question suivante. Et alors? Je te donne un exemple. Tu vois ici, meilleure maîtrise du système. Ok. Et alors? Ben, ça veut dire quoi? Une résolution plus rapide en cas d'incident, par exemple. Tu maîtrises mieux ton système. Un meilleur usage, un usage plus efficace, une adoption du système par les utilisateurs. Et donc, une satisfaction. Ok? Voilà. Ça, c'est le genre de bénéfices que tu vas récolter, finalement, à travers cet exercice de démonstration de la conformité de ton système. Toujours, il faut le garder en tête. C'est un gage de confiance. Et donc, une fois le projet terminé, voilà, le système, il va continuer de vivre, il va subir des contrôles, il va subir des évolutions, des changements de passagers. Voilà, il est important à ce stade-là de préciser que la conformité du système ne s'arrête pas à la fin du projet.
lorsqu'il est mis en exploitation, lorsqu'on le release. C'est des termes aussi qu'on emploie souvent en entreprise. La conformité, elle doit être démontrée jusqu'au retrait, jusqu'à la migration du système vers un autre, jusqu'à ce que le système meure. Et tu te feras inspecter un jour ou l'autre. Voilà, tu connais la loi de Murphy, tout ce qui est susceptible d'aller mal ira mal. Voilà, tu vas faire face à des systèmes qui auront vieilli. Voilà, moi aujourd'hui, je trouve encore des bases Lotus Notes. Je crois que plus personne n'utilise ça en fait. Mais si, c'est des vieux systèmes, on appelle ça des legacy systems. Là, c'est des systèmes qui sont vieux là, qui ressemblent à cette roulotte, et on les a super bien conservés en l'état. Mais est-ce que c'est toujours fiable aujourd'hui, en termes de sécurité par exemple? Les mises à jour ne se font plus. Et puis il y a d'autres cas que j'ai rencontrés où c'était magnifique, on est parti d'un petit système de base et tout a été super bien géré, puis en fait il y a eu des ajouts, hein. Rappelez-vous là, les 8% de rappel de l'eau qui étaient causés par rapport à des défauts logiciels, et dans ces 8%, 80% c'était parce que les changements des logiciels n'avaient pas été correctement gérés. Ouais, on a fait juste quelques petits ajouts là, vous voyez, hein, c'est un super camping-car de la classe de la mort qui tue là. On y a fait juste quelques ajouts, voilà. Bon, la question c'est que est-ce qu'on peut toujours passer sous le tunnel montagnard? Enfin, c'était l'objectif à la base, c'était d'utiliser ce véhicule pour conduire, voilà, dans la montagne, hein. Et est-ce qu'on peut passer sur les dodanes? Voilà, bon. Ça, c'est important, hein, dans la phase d'exploitation, de bien gérer également les évaluations d'impact des changements, des évolutions du système, hein. Voilà, il faut toujours se reposer la question par rapport aux besoins initiaux qui avaient été émis. C'est super important. Bref, tu te feras inspecter un jour ou l'autre, quoi qu'il arrive. Et donc, si je peux te donner 3 clés à retenir là, de cette masterclass, ce sont des clés qu'on voit dans le programme A38, évidemment. Moi, je vais t'apprendre à donner du sens à la conformité DSI qui sont utilisées dans les industries de santé. Voilà, je vais t'aider aussi à transmettre avec bienveillance auprès de tes collaborateurs l'envie de travailler avec toi. C'est super important. Quand on fait un métier qui est perçu comme voilà, étant une contrainte, une charge inutile, c'est super important. N'oublie pas ces 2 adages qualité là, ils vont te servir bien des fois, hein, je vais les répéter plusieurs fois. Si ce n'est pas écrit, c'est une rumeur. Et la deuxième, que j'aime bien, c'est la confiance n'exclut pas le contrôle. Alors, si ce n'est pas écrit, c'est une rumeur. Et la confiance n'exclut pas le contrôle. Voilà. Valider, 3 clés à retenir de cette masterclass, hein, c'est maîtriser les risques et valider les systèmes informatisés. C'est cet acronyme ALCOA. Tu vas l'entendre, ou alors tu l'entends peut-être déjà même, à toutes les sauces. Hein. Gère et sécurise tes données, c'est hyper important, surtout à l'heure d'aujourd'hui où les industries de santé se font cyberattaquer dans tous les sens. Voilà, ALCOA ou CIA, TCIA, confidentialité, intégrité et disponibilité de ta donnée. Et un projet, c'est avant tout une équipe. Sensibilise les personnes, communique, apprends à communiquer, c'est hyper important. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi dans le programme A38. Bravo à toi si tu as réussi à suivre ce webinaire sans t'endormir. Dans le programme A38, tu vas trouver plein d'activités amusantes, comme le jeu du Pac-Man par exemple. Si t'es pas encore inscrit au programme A38, contacte-moi, hein, c'est avec plaisir que je répondrai à toutes tes questions. Voilà, moi je suis toujours en quête d'amélioration continue. Si tu es inscrit, n'hésite pas à me faire savoir aussi dans cette masterclass si tu as vu des coquilles, si tu n'es pas d'accord avec certains de mes points de vue. Voilà, c'est avec plaisir moi que j'accepte toutes les remarques, tous les commentaires au sujet de cette masterclass. Vraiment, je suis dans une démarche d'amélioration continue et dis-moi ce qui t'a plu, dis-moi, je sais pas, ce que tu aurais aimé savoir. Que je n'ai pas mentionné là. Dis-moi ce que tu as trouvé nul. Hein. Ouais, t'as le droit. Hein. T'as le droit de trouver des trucs nuls quand même. Hein. Ouais. Et
C'est d'ailleurs comme ça en fait que sont nés certains des jeux que je propose dans le programme A38. C'est vraiment d'après des retours des étudiants qui ont pris le temps de me faire ces retours-là et je les en remercie encore vraiment. C'est hyper constructif. Voilà. D'ailleurs, bon, je me dis je vais peut-être faire un mur de la gratitude. Ouais, si tu veux voir ton prénom apparaître, ben, fais-moi signe en fait. Ouais, fais-moi signe. Voilà. Bon, écoute, on se retrouve très vite pour la suite. Moi, je te donne rendez-vous à bord de l'ISQC Express. À plus dans le bus.